Je m'appelle Amélie et j'ai 33 ans. Je fixais une notification de message supprimé de ma sœur, Chloé, mais mon téléphone avait déjà téléchargé le mémo vocal de 8 secondes qu'elle avait envoyé par erreur. J'ai appuyé sur lecture. J'ai entendu sa voix, sèche et agacée, « Maman la culpabilisera. » Amélie cède toujours. Elle cède toujours. Elle avait raison. J'avais cédé à Noël. J'avais cédé au chalet. Je regardais la compte de 5 000 € que j'avais versé pour notre prochain voyage cette fois. Et si je ne cédais pas? Que se passe-t-il lorsque la personne sur laquelle tout le monde compte pour céder finit par les briser à la place? Ce fichier de 8 secondes était le point culminant d'une vie. Mais le terrain avait été préparé pendant des années, et tout a commencé avec mon travail. Je suis designer UX et UI freelance. Je suis spécialisé dans les interfaces complexes pour les applications FinTech. C'est un travail minutieux et exigeant. J'ai passé des années à bâtir une clientèle qui me fait confiance. Et je fais tout depuis mon bureau à domicile. Cette organisation, dans le dictionnaire de ma famille, est un code pour ne pas vraiment travailler du tout. Si je suis dans mon appartement, je dois être disponible. Si ma lumière est allumée après 17 heures, je dois être en train de jouer sur l'ordinateur. Si je suis à mon bureau, je dois être interrompu. C'est une bataille que je perds depuis des années, surtout avec ma sœur aînée, Chloé. Chloé est l'enfant modèle. Elle a suivi le chemin traditionnel. Bonne université, emploi stable en entreprise, mariée à son amour de fac, et a maintenant 2 enfants parfaits, Léo et Mia. J'adore mon neveu et ma nièce. Vraiment. Mais pour Chloé, mon statut de non-mère et ma carrière flexible à domicile signifient que je suis le plan de débordement désigné de la famille. Mon rôle est d'absorber tout inconvénient qui pourrait perturber sa vie parfaite. Nos vacances familiales annuelles étaient devenues une blague récurrente, et j'étais toujours la cible. À Noël 2022, j'ai été assignée à la cuisine pour 10 personnes chez mes parents. J'ai passé 3 jours d'affilée à préparer, cuisiner et nettoyer, et j'ai manqué toutes les conversations. Je n'ai su que la famille avait regardé un film que lorsque je suis sortie et que j'ai trouvé les bols de pop-corn vides. L'été dernier, lors du voyage au lac, j'ai été en quelque sorte manœuvrée pour être le conducteur par défaut parce que ma voiture était plus fiable. Puis je suis devenue la cuisinière parce que j'étais meilleure au barbecue. Puis j'étais la directrice des divertissements parce que je n'étais pas fatiguée par la randonnée comme les autres. Tout cela en essayant de gérer 3 projets clients avec une connexion Wi-Fi instable, ce qui signifiait que je travaillais de minuit à 3 heures du matin juste pour suivre le rythme. Cette année, j'avais juré que ce serait différent. Cette année, nous ne restions pas chez mes parents. J'ai trouvé la solution parfaite. Une vaste et magnifique villa Airbnb dans une ville côtière tranquille à seulement 3 heures de route. Elle avait une piscine, une immense cuisine et 5 chambres. Tout le monde aurait son propre espace. C'est ça, ai-je annoncé dans la discussion de groupe, envoyant le lien début février. Ça s'appelle le nid de l'osprey. Tout le monde a sa propre chambre. Nous partageons tous les frais. Nous contribuons tous. Personne ne se retrouve avec tout le travail. J'ai versé l'énorme acompte de 5 000 € avec ma propre carte de crédit. C'était un geste de bonne volonté, une façon de garantir les dates. J'ai même créé une feuille de calcul Google partagée. Je sais. Je suis une chef de projet dans l'âme. Je ne peux pas m'en empêcher. J'ai créé des colonnes pour les repas, les tâches ménagères et les dépenses partagées. J'ai pré-rempli la première ligne avec mon nom pour le dîner du lundi et le nettoyage de la cuisine. J'étais naïve. Je croyais vraiment que cette fois, avec une organisation claire, ce serait enfin équitable. J'aurais dû mieux savoir. Le voyage était prévu pour la première semaine d'avril. Au fur et à mesure que mars avançait, le chat de groupe a commencé à vibrer. La feuille de calcul est restée intacte. Cela a commencé lentement. Le premier SMS de Chloé, « Amélie, puisque tu pars plus tôt, peux-tu faire toutes les courses? Je t'enverrai une liste. C'est plus simple que de devoir emballer une glacière. Les enfants prennent tellement de place. » Avant que je puisse répondre, ma mère a ajouté, « C'est une excellente idée. Ta voiture a plus d'espace de toute façon, Amélie. »
Mets-le sur la facture partagée. J'ai regardé la liste qu'elle avait envoyée. Ce n'était pas des collations. C'était une semaine complète de courses pour 9 personnes, plusieurs packs d'eau, 3 sortes de lait, des marques spécifiques de céréales pour les enfants, des steaks, du poulet, de la salade, des légumes et une longue liste spécifique d'alcool pour mon père et mon beau-frère. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai tapé « Je peux prendre les produits secs et les boissons, mais je ne peux pas faire toutes les choses réfrigérées. Je prévois de m'arrêter plusieurs fois en chemin. Ma voiture ne sera pas un réfrigérateur roulant pendant 3 heures. » La réponse de Chloé n'était qu'un emoji de pouce levé passif-agressif. Une semaine plus tard, le véritable programme a émergé. Chloé a posté un lien vers un domaine viticole local, les vignobles du Vent de Mer. Je réserve cette visite pour vendredi à 14 heures. Ça a l'air incroyable. C'est une dégustation et une visite de 3 heures. Qui est partant? Mon père, ma mère, Chloé et son mari Marc ont tous répondu « oui ». Ça a l'air génial. Comptez-nous. J'ai regardé la liste, confuse. Chloé, tu as oublié mon nom pour la visite des vins. J'adorerais y aller. Cet endroit a l'air magnifique. Les 3 petits points sont apparus pendant qu'elle tapait. J'ai attendu, mon estomac se nouant. Oh, ma chérie, son message est finalement apparu. Je ne pensais pas que tu pourrais. Quelqu'un doit rester à la villa avec Léo et Mia. Ils sont trop jeunes pour un domaine viticole. Alors, pourquoi vendredi est-elle la seule option, ai-je tapé en retour. C'est le seul jour où les parents de Marc ne peuvent pas les garder, et nous voulons vraiment y aller. C'est juste logique, Amélie. Tu travailleras de toute façon, n'est-ce pas? Mes doigts ont plané au-dessus du clavier. C'était ça, l'hypothèse. Parce que je travaille à domicile, mes vacances ne sont pas des vacances. C'est juste travailler depuis un endroit différent. Mes congés ne sont qu'une suggestion. Je suis en vacances, Chloé. Je ne prévois pas de travailler tout le temps. C'est le but de la feuille de calcul, de partager les tâches, afin que nous ayons tous des vacances. Eh bien, tu as toujours ton ordinateur portable ouvert. De plus, les enfants t'adorent. Ce n'est pas grave. Tu peux te détendre au bord de la piscine pendant qu'ils jouent. Mon sang a commencé à chauffer. Léo et Mia ont 3 et 5 ans. Ils ne jouent pas au bord d'une piscine. Ils nécessitent une surveillance active et constante. Je ne suis pas la baby-sitter désignée pour ce voyage. Cela, j'ai appris, était la mauvaise chose à dire. Ma mère est intervenue immédiatement. Amélie, ne complique pas les choses. Chloé mérite une pause. Tu ne comprends pas à quel point c'est stressant de gérer 2 enfants. Tu es la seule sans enfant. C'est le plus facile pour toi d'aider. Ce n'est pas l'aider si je suis la seule à le faire, ai-je tapé en retour, mes mains tremblant légèrement. C'est des vacances partagées. Nous devrions tous partager la garde des enfants. Mais nous partageons. Chloé a envoyé, nous nous occupons d'eux 1 jour sur 2. Nous avons juste besoin de toi pour cet après-midi. Pourquoi es-tu si égoïste? Égoïste, ai-je écrit. C'est moi qui ai trouvé la maison. C'est moi qui ai avancé les 5 000 € d'acompte. En quoi est-ce égoïste de vouloir partir en vacances que j'ai planifiées? L'argument a tourné en rond. Ils y voyaient une simple demande. J'y voyais une exigence qui ignorait toute ma présence. Ils me voyaient comme une ressource, pas comme une parente. Finalement, j'ai essayé une approche différente. J'étais toujours la chef de projet, n'est-ce pas? J'utiliserai leur langage. Chloé, je ne peux pas les garder vendredi. J'ai une échéance client critique. C'est le lancement du projet Signy, celui sur lequel je travaille depuis 6 mois. C'est une nouvelle application bancaire. J'ai des appels auxquels je dois absolument participer de 13 h à 15 h. Ce n'est pas négociable. Je ne peux pas le manquer. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire, un engagement professionnel. Il devait respecter cela. Alors, mets l'appel en sourdine et regarde-les, a répondu Chloé. Ce n'est pas si difficile. Mais un film pour eux. J'ai fermé la discussion de groupe. J'étais furieuse. Ils ne me demandaient pas seulement de faire du babysitting.
Il me disait que ma carrière, la chose même qui payait leur acompte de vacances, était moins importante que leur dégustation de vin. J'ai regardé l'application Splitwise, l'application où j'avais enregistré l'énorme acompte pour la villa, l'application où j'attendais patiemment que tout le monde paie sa part. Le nom de Chloé était toujours rouge vif, son solde impayé. J'ai passé cette soirée à faire les 100 pas dans mon appartement, le son du vent faisant vibrer mes fenêtres. J'étais piégée. J'avais avancé des milliers d'euros pour un voyage où j'étais maintenant censée être la nounou non rémunérée. Si je me retirais, je perdrais l'acompte et gâcherais le voyage pour tout le monde, y compris mes parents que je voulais encore follement satisfaire. Si j'y allais, je serais forcée d'assumer le même rôle que je combattais depuis des années. J'ai envoyé un SMS à mon ami Benjamin, qui vivait dans mon immeuble. C'était mon contrôle de la réalité. Je lui ai envoyé les captures d'écran. Sa réponse a été immédiate: Amélie, ils ne te demandent pas de faire du babysitting. Ils t'assignent. Ils ont déjà décidé. Tu es l'infrastructure. Tu es le Wi-Fi gratuit. Tu es l'eau chaude. Tu es juste une caractéristique de la maison qu'ils louent. Il avait raison. Un sentiment de calme froid s'est installé en moi. Je n'étais plus en colère. J'en avais juste marre. Je suis allée sur le site web d'Airbnb et j'ai regardé la réservation pour le nid de l'Osprey. L'hôtesse, Sabine, avait des critiques élogieuses. J'ai fait défiler les commodités, après la piscine chauffée et la cuisine gastronomique, et là, il y avait une petite ligne: l'hôte peut organiser des services de garde d'enfants locaux certifiés avec un préavis de 48 heures. Des frais s'appliquent. Une solution parfaite, logique, approuvée par une chef de projet. J'ai envoyé un message privé à Chloé. Chloé, j'ai trouvé la solution parfaite. L'hôte Airbnb propose un service de babysitting. Nous pouvons réserver une babysitter pour vendredi après-midi. Je partagerai même les frais avec toi, juste pour être juste, même si j'ai mon appel client. J'étais fière de ça. J'offrais un compromis. J'essayais toujours de réparer les choses. Sa réponse est arrivée en moins d'une minute: absolument pas. Pourquoi paierions-nous une inconnue des centaines d'euros alors que tu es juste là? Arrête d'essayer de t'en sortir. Nous comptons sur toi. Déplace juste ton stupide appel. Je fixais le message. Déplace ton stupide appel. L'appel qui représentait 6 mois de mon travail. Ce mémo vocal de 8 secondes résonnait toujours dans mes oreilles. Amélie cède toujours. J'ai regardé à nouveau l'application Splitwise. Le solde de Chloé était toujours impayé. J'ai regardé la réservation Airbnb, mon nom, ma carte de crédit, mon acompte. Je n'ai pas répondu au mémo vocal supprimé. Je n'ai pas reconnu l'avoir entendu. Je suis juste retournée à la discussion de groupe principale. Chloé, maman, papa, ai-je tapé, juste pour confirmer ce que j'ai dit plus tôt. Je ne serai pas disponible pour la garde d'enfants pendant ce voyage. Ma présentation client pour le projet Signy est vendredi après-midi. Ce n'est pas négociable. S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous souhaitez que je réserve la babysitter de l'hôte pour vous. Elle a besoin d'un préavis de 48 heures. La réponse a été une explosion numérique. Ma mère, Amélie, je suis profondément déçue par toi. Tu es incroyablement égoïste et tu fais passer ton travail avant ta famille. Chloé mérite ça. Tu vas ruiner ses vacances. Mon père, ta mère a raison. Ce n'est pas l'attitude d'un membre de la famille solidaire. Chloé, après tout ce que je fais pour toi. Bien. Si tu vas être comme ça, nous verrons bien. Ne t'attends pas à ce que j'oublie ça. C'est une trahison. J'ai mis mon téléphone en mode « ne pas déranger » et j'ai commencé à faire mes bagages. Nous sommes tous partis séparément. Le plan était de nous retrouver à la villa le lundi après-midi. Je suis arrivée la première. J'ai rencontré l'hôtesse, Sabine, qui était charmante. Elle m'a fait visiter. L'endroit était magnifique avec d'immenses baies vitrées donnant sur l'océan. L'air sentait le sel et le pain. L'enregistrement est entièrement numérique, a expliqué Sabine, me montrant la serrure connectée. C'est le code principal. Vous pouvez définir des codes temporaires pour vos invités si vous le souhaitez.
Et voici l'application pour le système de sécurité et le chauffage de la piscine. Parfait, ai-je dit. Merci. Cet endroit est encore mieux que les photos. Le reste de la famille est arrivé 1 heure plus tard. L'ambiance était glaciale. Chloé et ma mère m'ont à peine regardé. Elles sont passées devant moi sans un mot, traînant leurs valises, et ont commencé à réclamer les meilleures chambres, les 2 suites parentales avec vue sur l'océan. Mon père a juste secoué la tête en me regardant. Tu as vraiment fait des siennes cette fois, Amélie? Fait quoi? Ai-je demandé, en gardant ma voix légère. Nous avons tous emmené dans cette magnifique maison? Il a juste grogné et a suivi ma mère. Les 2 premiers jours ont été tendus. Je suis restée seule. J'ai installé mon espace de travail dans la petite chambre arrière transformée en bureau, pris des appels et fait de longues promenades sur la plage. Les autres, maman, papa, Chloé et Marc, sont sortis déjeuner, me laissant ostensiblement de côté. Ça m'était égal. Je faisais mon travail. Je respirais l'air marin. Je pouvais les entendre chuchoter dans la cuisine, elle est juste assise là sur son ordinateur. Elle n'a pas offert d'aider avec les enfants une seule fois. Bien sûr, ils ne m'ont pas vu me lever à 6 heures du matin pour nettoyer la cuisine qu'ils avaient laissée en désordre. Ils ne m'ont pas vu payer discrètement les 80 € de frais de chauffage de la piscine lorsque l'application m'a notifié qu'ils étaient dus. Ils ne m'ont pas vu faire la vaisselle 2 fois avec leurs assiettes abandonnées. Je cédais déjà, juste de manière plus petite et plus discrète. Le mémo vocal résonnait dans ma tête, elle cède toujours. Le jeudi soir est arrivé. La veille de la visite des vins. L'atmosphère était lourde de tensions inexprimées. Je terminais un email client lorsque Chloé est apparue dans l'embrasure du bureau. Elle tenait un verre de vin, souriant d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Alors, juste pour confirmer, dit-elle, d'une voix légère. Nous partons pour la visite demain à 10 heures. Les collations des enfants sont dans le sac bleu près du réfrigérateur. Mia a besoin de sa sieste à 13 heures, et Léo pourra avoir son temps de tablette après ça. Son mot de passe est sur le post-it. Elle a dit tout cela comme si c'était déjà réglé. Comme si mon « non » n'était qu'une suggestion qu'elle avait gracieusement ignorée. Comme si mon appel client était une excuse fictive. J'ai lentement fermé mon ordinateur portable. Chloé, qu'est-ce que je t'ai dit? Oh, Amélie, arrête. Sérieusement. Son sourire s'est estompé. Tu ne vas pas vraiment rester assise ici et faire semblant de travailler pendant que nous sommes tous partis, n'est-ce pas? C'est embarrassant. Regarde juste les enfants. Ce n'est pas si difficile. Maman et papa viennent, et ils méritent une pause aussi. Je ne fais pas semblant. J'ai mon appel signé à 14 heures. Je ne les garderai pas. C'est la dernière fois que je le dis. Réservez la baby-sitter de l'hôte. Son visage est devenu rouge. Nous ne paierons pas de baby-sitter. Tu es égoïste et tu ruines ce voyage. Tu sais quoi? Elle a pris une gorgée de son vin, ses yeux se rétrécissant. Si tu vas être comme ça, nous ne te rembourserons pas notre part de la villa. Considérez votre part des frais comme un paiement pour avoir gâché l'ambiance pour tout le monde. Elle s'est retournée et est partie en trombe, s'attendant à ce que je la suive, que je m'excuse, que je craque et que j'accepte tout ce qu'elle voulait pour éviter le coût financier. Je suis juste restée assise là. Vous ne me remboursez pas, j'ai regardé l'application Splitwise. Elle n'avait toujours pas payé. Ni mes parents. Ils prévoyaient de me refuser le remboursement de la totalité des 5 000 € de la réservation. Ils séjournaient dans une maison que j'avais payée dans les meilleures chambres et me faisaient maintenant chanter pour être leur nounou. J'ai ouvert l'application Airbnb sur mon téléphone. Ma réservation, mes règles. J'ai attendu. J'ai entendu leur porte de chambre se fermer. J'ai entendu mon père commencer à ronfler. J'ai attendu que la maison soit complètement silencieuse, à l'exception du bruit de l'océan à l'extérieur. À 2 heures du matin, j'ai discrètement emballé mon sac d'ordinateur portable, ma valise et mes courses. J'ai ouvert l'application de sécurité de la villa. J'ai trouvé le panneau d'accès des invités. J'ai regardé le code principal et je l'ai changé. J'ai tapé un nouveau code simple,
1985, mon année de naissance. Puis je suis sorti de la villa, je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé 20 minutes le long de la côte jusqu'à un hôtel en bord de mer que j'avais pré-réservé juste au cas où. Le « au cas où » était arrivé. Je me suis enregistré, me suis connecté au Wi-Fi rapide de l'hôtel et j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. À 8 heures le vendredi, j'étais assise sur le balcon de mon hôtel avec une tasse de café et mon ordinateur portable. L'océan étincelait. J'ai ouvert la discussion de groupe familial. Bonjour à tous. Une petite mise à jour, Chloé. Puisque vous m'avez informé hier soir que vous, maman et papa, ne paieriez pas votre part de l'hébergement, vous avez annulé notre accord de location. Par conséquent, j'ai officiellement quitté la villa. J'ai continué, le nouveau code de la porte est 1985. Ce code sera automatiquement désactivé dans exactement 1 heure à 9 heures. Je vous suggère de faire vos bagages rapidement. Le règlement intérieur stipule que le départ est à 10 heures, mais je vous donne un préavis d'1 heure par courtoisie. Post-scriptum, j'ai également envoyé à l'hôtesse Sabine et au support Airbnb une copie de nos messages concernant votre refus de payer ainsi que le mémo vocal confirmant votre intention d'utiliser la propriété pour une garde d'enfants non approuvée et non rémunérée, ce qui viole les conditions de réservation. Passez une merveilleuse visite des vins. J'ai appuyé sur « Envoyer » et puis, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai éteint complètement mon téléphone. J'ai passé les heures suivantes dans un état de bonheur terrifié. Je m'attendais à ce que la police frappe à la porte de mon hôtel. Je m'attendais à ce que mon père me traque. Rien ne s'est passé. J'ai commandé le service en chambre. J'ai répondu à quelques emails. À 14 heures, je me suis connecté à mon appel de projet signé. Mon esprit était clair. J'étais concentré. J'ai réussi la présentation. Le client était ravi. Ils ont approuvé la phase suivante du projet sur le champ et ont loué la clarté de la nouvelle interface. Quand j'ai eu fini, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai rallumé mon téléphone. C'était un désert numérique. 47 appels manqués. Des dizaines de SMS de Chloé à 8h01, ce n'est pas drôle. Amélie, qu'as-tu fait? Le code ne fonctionne pas, de maman à 8h15, Amélie, ouvre la porte. Le code ne fonctionne pas, arrête ce comportement enfantin. Tu fais peur aux enfants. De papa à 8h45, je te préviens, Amélie, tu as 1 minute pour nous laisser entrer avant que j'appelle l'hôte. De Chloé à 9h02, le code ne fonctionne pas. Tu nous as enfermés dehors. Es-tu folle? Nous sommes prêts. Laisse-nous sortir. De papa à 9h15, elle n'est pas là. Sa voiture est partie. De Chloé à 9h30, l'hôte vient d'appeler. Elle nous expulse. Elle a dit que nous avions violé les conditions. Tu as fait ça. Tu as tout ruiné. De maman à 10h, nous sommes bloqués. Nous sommes au bord de la route avec les enfants. Où sommes-nous censés aller? Ton père est furieux. Tu n'appartiens plus à cette famille. C'est la chose la plus égoïste que tu aies jamais faite. Le dernier message était de l'hôtesse Airbnb, Sabine, bonjour Amélie. Merci pour l'information ce matin. Je suis désolée que cela se soit produit. J'ai reçu votre dossier de preuve. Votre famille a été très hostile lorsque je les ai appelés, mais j'ai réussi à les faire partir. Conformément à la politique d'Airbnb, puisqu'ils ont violé les conditions et refusé de payer, j'ai débité l'autre carte enregistrée pour le solde impayé. J'espère que le reste de vos vacances sera plus paisible. J'ai souri. Avant de partir, j'avais insisté pour que Chloé ajoute sa propre carte de crédit à la réservation pour les imprévus. Je suppose que cela comptait comme un imprévu. J'ai passé le reste de mes vacances dans cet hôtel. J'ai nagé dans la piscine. J'ai commandé le service en chambre. J'ai lu 3 romans. J'ai dormi sans interruption. J'ai senti la tension des 6 derniers mois s'échapper de mes épaules. Quand je suis rentrée à la maison, mon appartement était différent. Il était plus léger. Il était, pour la première fois, entièrement le mien. J'ai appris par mon ami Benjamin qu'ils avaient trouvé un motel exigu et trop cher pour le reste de la semaine. La visite des vins a été manquée.
Les vacances ont été, à tous égards, un désastre. Cela fait 3 mois. Je n'ai pas parlé à Chloé ni à mes parents. Ils ont essayé, bien sûr. Après une semaine de messages vocaux en colère, le ton a changé pour la culpabilité. Ma mère a laissé un message en pleurs sur le fait de briser la famille. Et comment as-tu pu faire ça à ton neveu et à ta nièce? Mon père a envoyé un SMS d'une ligne, tu as vraiment blessé ta mère. Je n'ai pas répondu. Le côté doux amer est que Léo et Mia me manquent. Rien de tout cela n'était de leur faute. Ils n'étaient que des pions dans le jeu d'orgueil de leur mère. Je vois des photos d'eux sur les réseaux sociaux de mon père et mon cœur se serre un peu. J'espère qu'un jour je pourrai avoir une relation avec eux qui n'implique pas leurs parents. Mais j'ai aussi fait le deuil d'une relation avec ma sœur qui, je le réalise, n'a jamais réellement existé. Je n'étais pas sa sœur. J'étais son filet de sécurité. J'étais sa chef de projet. J'étais la personne sur qui elle pouvait compter pour s'aider. Ce que j'ai appris de tout cela est simple. Premièrement, non, est une phrase complète. Cela ne nécessite pas d'explication, de feuille de calcul ou de compromis. Deuxièmement, les gens qui profitent de votre manque de limites vous traiteront toujours d'égoïste lorsque vous en établirez enfin une. Ils ne sont pas en colère parce que vous avez tort. Ils sont en colère parce que vous avez arrêté un système qui leur était bénéfique. Troisièmement, votre temps est votre atout le plus précieux. Ce n'est pas parce que votre travail est à la maison qu'il est gratuit. Protégez-le. Votre carrière n'est pas stupide. Quatrièmement, parfois, la seule façon de faire comprendre aux gens la valeur que vous apportez est de la supprimer complètement. Le projet Signy a été un succès retentissant. Il a conduit à 2 nouveaux clients et mes revenus ont augmenté de 30%. Je ne suis plus seulement une freelance. Je suis en train de monter une agence. Le week-end dernier, j'ai utilisé cet argent bonus pour réserver un vol pour une véritable ville côtière au Mexique, juste pour moi. Pas de discussion de groupe, pas de feuille de calcul partagée, pas d'attente, juste mon ordinateur portable, l'océan et une réservation pour une personne. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai pas l'impression de céder. J'ai l'impression de voler. À ceux d'entre vous qui avez écouté mon histoire, merci. J'imagine que pour beaucoup de votre génération, on vous a appris que la famille est un lien incassable, une unité sacrée bâtie sur le sacrifice. Pendant 33 ans, j'ai cru que mon rôle principal était d'être celle qui sacrifiait le plus parce que ma vie semblait plus simple, plus flexible que celle des autres. Je pensais que c'était mon rôle à jouer. La douloureuse vérité que j'ai dû affronter ne concernait pas des vacances gâchées ou 5 000 €. C'était la réalisation écrasante que, aux yeux de ma famille, ma valeur était devenue mon utilité. Au moment où j'ai entendu ma sœur dire avec une telle certitude désinvolte, Amélie cède toujours, j'ai compris que je n'étais plus considérée comme une fille ou une sœur, mais comme un filet de sécurité. Mes succès n'étaient pas célébrés. Ils étaient considérés comme des ressources à utiliser. Mon temps n'était pas respecté. Il était considéré comme infiniment disponible simplement parce qu'il était passé derrière un écran à la maison. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de quiconque a été la personne fiable, celle qui absorbe discrètement les fardeaux jusqu'à ce qu'ils deviennent trop lourds à porter. On nous dit souvent qu'établir une limite est un acte d'égoïsme. Mais j'ai appris que c'est un acte de profond respect de soi. Il ne s'agit pas de repousser la famille. Il s'agit de leur enseigner clairement et fermement où vous vous situez afin qu'ils puissent apprendre à vous revoir comme une personne, et non comme une fonction. Les véritables liens familiaux durables ne peuvent pas être construits sur une fondation de ressentiments silencieux. Mes actions ont été drastiques et le silence qui a suivi a été lourd de motus. Mais c'est dans cet espace tranquille que j'espère qu'un nouveau type de relation pourra un jour se développer. Une relation construite sur le respect mutuel, et non sur une obligation supposée. Je n'ai pas abandonné ma famille, mais j'ai abandonné le rôle qu'ils m'avaient assigné. Mon plus grand souhait pour quiconque se sent invisible est que vous trouviez le courage de faire de même.